Merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre le temps d'émerger de ce temps suspendu et du coup peut-être de proposer moi une première question à Vincent, si ça vous va. Ah, ok, on peut rester debout sinon c'est gentil. Avant toute chose, hein, contrairement à la photographie, moi j'étais photographe, c'est mon métier premier. Un film, c'est vraiment un travail d'équipe, hein. Voilà, donc je retransmettrai vos applaudissements à toute l'équipe. Même si on n'était pas nombreux sur le terrain pour pas embêter les animaux, il y a quand même eu un gros travail après au niveau du son et de l'image. On pourra en parler. Déjà, j'ai envie de te demander, Vincent, d'où à ce moment-là de ton parcours, après avoir parcouru le monde, notamment, après nous avoir emmenés en voyage, notamment au Tibet, d'où t'es venue cette nécessité de revenir au plus près de chez toi pour nous parler quelque part de ton histoire, dans son intime, et aussi du sauvage avec lequel tu as pu grandir? En fait, j'ai jamais vraiment quitté. On m'a mis un peu vite l'étiquette de l'aventurier, Grand Nord, Tibet. Mais c'était des parenthèses, c'était pour essayer de m'échapper, d'aller dans des contrées encore plus sauvages, quoi, d'échapper à des zones où c'est trop anthropisé en quelque sorte. Donc c'était toujours des petites parenthèses enchantées, mais je revenais quand même toujours dans mes Vosges, hein. J'ai jamais arrêté de filmer ou de photographier autour de ma maison. Et pourquoi ce projet est né? Ben, c'est après la Panthère. J'avais quand même accumulé beaucoup d'images, de roches animaliers autour de chez moi, toujours à la quête de cette belle lumière, de ces rencontres avec les bêtes. Et puis m'est venue l'idée toujours d'une histoire de partage, hein. Avec la Panthère des Neiges, c'était vous partager une aventure là-bas en invitant Sylvain pour qu'il nous amène aussi son talent d'écrivain. Et là, c'est la même chose. Je me rends compte que c'est une situation hyper privilégiée d'avoir la forêt pas très loin de chez moi, d'avoir grandi avec des parents qui nous ont vraiment pris conscience que vraiment la beauté, tous les animaux et la forêt autour, c'était merveilleux. Et c'est pas donné à tout le monde, donc je me suis dit, il y a un peu une dette. Il faut quand même que je partage cette situation un peu privilégiée à tout le monde. Et, euh, et voilà, c'est quand même assez appréciable d'avoir un père qui m'a appris autant de choses. Donc j'ai une petite dette. Il a accepté facilement de se mettre, enfin, j'aime pas, peut-être pas se mettre en Pas scène, mais trop, bah, il de aime pas trop. Nous, on est participer. quand même assez timide, hein. C'est un peu, il était pas tellement. Et puis, au départ, l'idée c'était de le filmer lui tout seul parce que c'est quand même un fou. C'est-à-dire, il est obsessionnel, hein. Avec cet oiseau entre autres, mais pas que, hein. Il s'occupait du castor et plein d'autres choses. Mais le grand tétras, c'est plus de 50 ans de sa vie. Il a passé plus de 1000 nuits sous le même sapin. Donc moi, tout gamin à 10 ans, je le suivais. Après, il me mettait tout seul sous d'autres sapins. Et c'est quand même pas rien, quoi. Et pour essayer d'apprendre plus sur l'oiseau, de le comprendre. Et au départ, je me suis dit, pourquoi pas faire un film d'1 heure et demie, juste une nuit, d'emmener les gens une nuit sous le sapin avec nous, parce que c'est quand même un peu l'affût ultime. On s'y glisse à 17 h le soir jusqu'au lendemain 11 h pour pas déranger. On est carrément dans le noir, une toute petite fenêtre pour voir, donc on entend plus qu'on ne voit. Et je me dis, ce serait quand même chouette parce que c'est des émotions qui sont tellement fortes de passer en fin d'hiver, début de printemps, des nuits en montagne. C'était l'idée première. Et après, je me suis dit, bah, on m'a émis l'idée aussi de mettre Simon parce que Simon, mon fils qui est dans la salle là, mais il est timide aussi. Il avait l'âge voilà où quand moi j'ai fait ma première photo et ça a fait basculer ma vie, quoi. Donc je me suis dit, c'est quand même chouette de le mettre là, même si lui, il a une autre vision, hein. Je veux dire, il va probablement pas me suivre, faire la même chose que moi. Mais c'était chouette de l'intégrer parce qu'il a toujours, ce qui nous manque fort, nous les adultes, ce regard d'un gamin émerveillé devant des choses toutes simples, quoi. Et puis c'était pour essayer
d'emmener avec nous aussi les enfants de son âge, parce qu'il se passe des choses, je trouve, à la préadolescence, il y a des moments un peu charnières. Est-ce que, sans vouloir déranger Simon s'il est timide, mais est-ce qu'il a découvert son oiseau totem, peut-être la mésange huppée punk? Oui, non, mais ce qui est chouette, vous avez vu, il y a une évolution quoi, petit à petit, et à la fin, c'est vrai que c'est lui qui nous montre aussi les choses. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Mais il a pas, je crois pas un oiseau vraiment phare. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il a, voilà, quand il voit un piquet-pêche au travers de la fenêtre, il a toujours cet enthousiasme de me montrer ça. Il y a cet émerveillement qu'il faut essayer d'entretenir, même quand on passe à l'âge adulte, où souvent voilà, la société fait qu'on nous fracasse un petit peu cette capacité à admirer le beau autour de nous, quoi. Merci Vincent. On a la possibilité d'être ensemble jusqu'à 17h30. Il y a un micro qui circule parmi vous. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Alors comme vous êtes nombreux, je vous invite, si c'est possible, à être concis. Comme ça, plus de personnes peuvent s'exprimer. Alors, je vous remercie pour le film. Déjà, j'étais très content de voir une mésange huppée juste après un troglodyte mignon. Une mésange huppée juste après un troglodyte mignon. J'avais beaucoup aimé dans votre film précédent l'incidence où vous avez découvert au montage que c'était la panthère qui vous observait et pas l'inverse. Bref, ça c'est pour... Mais je me demandais si, moi, mon souvenir, c'est des salamandres... pas un tétra, c'est des salamandres. Bon, on n'en voit pas souvent. Et bon, pour venir à ma question, enfin, est-ce que vous n'avez pas peur que justement ça engendre une forme de tourisme qui finalement soit néfaste à la nature? Parce que je sais pas, vous n'avez pas dû aller en Norvège comme Nils Holgersson sur des oies. Je sais pas comment vous y êtes allé, mais enfin, voilà, je voulais savoir si vous n'aviez pas peur que ça engendre un tourisme un peu finalement contre-productif. Ouais, c'est une bonne question. Moi, on a toujours la panthère, surtout, on me l'a un peu reproché, peut-être à juste titre, j'en sais pas. Il y a un gros tourisme qui se fait sur la panthère. Maintenant, vous garantit la panthère en 2 semaines, hein, si vous payez. Mais je crois que dans mon film, j'espère qu'on a amené autre chose et qu'on a vu que c'était pas de la consommation, mais c'était plus le chemin pour y aller. Et puis, c'était passer beaucoup de temps. J'espère qu'en tout cas, au sortir de mon film comme celui-ci, ça donne pas envie de consommer, mais ça donne envie de prendre un sac à dos, un duvet, puis d'aller dormir en forêt, et puis de savourer tous ces sons, ces odeurs et ces éventuelles rencontres avec les bêtes. Donc après qu'on me targue de dire, ah bah là, ça va engendrer... Il y a des guides qui vous emmènent voir, qui tentent de vous emmener voir le brame du cerf ou d'autres espèces. Si c'est bien fait, pourquoi pas? Mais là, franchement, moi, je suis content comment dire, de partager ces émotions avec des espèces de chez nous, quoi. C'est ça aussi. Parce que la panthère, c'était un rêve de gamin. Moi, c'est les récits d'aventuriers qui m'ont aussi ouvert au voyage et de mixer l'aventure avec le naturalisme et la photographie. Mais comme je l'ai dit au début à Nelly, j'arrête pas tous les matins, tous les soirs, je suis chez moi à l'affût, quoi, en fonction de la lumière. Et franchement, ce film, hier, on l'a passé au salon de la photo, et je crois que c'était aussi... Ça m'a fait plaisir, parce que les gens, après, te disent, ils ont envie d'aller dehors, d'emmener leurs enfants dehors. Et c'est ça. Alors après, il y a toujours quelque chose de pervers dans tout domaine. Et la consommation dans le voyage, photographie animalière, oui, c'est sûr, il faut faire attention. À votre question pour la Norvège, moi, j'ai une petite cabane là-bas pour m'échapper. J'y vais en train, j'y vais en voiture de temps en temps. Je limite beaucoup l'avion. J'ai pas pris l'avion pendant 5 ans après la panthère. Donc, pourtant, c'est mon métier premier. On est invité dans 25 pays pour le défendre. On a refusé, on a fait tout en visio. Mais j'ai pas envie de faire la morale et puis ni de me faire culpabiliser quand je le prends. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient que, certes, évidemment que ça pollue. Et qu'il ne faut plus prendre l'avion comme on prend le bus et qu'à chaque fois, il faut que ça soit un caractère exceptionnel de prendre l'avion, je pense. Mais c'est vrai que moi, je fais très attention alors que, je vous dis, je suis invité partout, même pour des reportages sur la conservation de la nature. Donc, est-ce que le jeu en vaut leur chandelle? C'est une bonne question. Je crois que tu as beaucoup aussi travaillé sur le sujet, Nelly. Mais ça, c'est un débat qui est assez passionnant, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour un peu légiférer
Vous voyez, j'ai pas voyagé pendant plus de 5 ans, malgré beaucoup d'invitations, et j'ai accepté d'aller au Bhoutan. Je suis allé au Bhoutan en début d'année, parce que c'était un projet qui me paraissait pertinent. J'étais invité par le roi et la reine. Et finalement, j'ai pas regretté, mais j'ai fait une pause à Dubaï où j'ai vu des gens qui consommaient, qui venaient là pour 5 jours pour faire du quad dans les dunes et tout. Et quand tu vois ce tourisme, c'est complètement hallucinant, quoi. Donc là, vous avez vu, il y a un petit clin d'œil avec les avions, évidemment. C'est sûr que moi, je fais beaucoup de sons. Il y a une dimension sonore qui est très forte. On pose des micros et quand on récupère les sons, c'est une catastrophe. Il y a je ne sais pas combien d'avions dans la nuit et qui mangent nos sons nature. Donc ça, c'est une vraie réalité. Mais après, méfiance de ne pas appuyer toujours, de faire culpabiliser les gens qui font des choses, quoi. Je crois, il me semble que ce film, en tout cas, j'espère qu'il n'amène pas à la consommation, mais plutôt à la contemplation, à des choses simples autour de chez nous. Enfin, sinon, je me suis planté, quoi. La question était pertinente. Elle était un peu dure en tant que première question. Mais vous avez raison, vous savez, moi, il y a une telle souffrance en moi par rapport à ce qu'on fait en ce moment, le mal qu'on fait à la nature, à cette espèce d'hégémonie de notre espèce sur toutes les autres. Donc évidemment qu'elle me parle, ta question, elle est importante, vraiment. Mais c'est clair et net. Il faut toujours se remettre en question et revoir. Voilà, c'est important. Merci. Quelqu'un d'autre ? Bonjour. 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 Merci déjà pour nous présenter tant de beauté. Et par ailleurs, pour rebondir sur le surtourisme que ça pourrait engendrer, moi, vivant en milieu urbain, je dois dire que j'ai besoin régulièrement de ma dose de nature et de calme. Et j'ai découvert un paradis fin août, un paradis de faune, de nature, d'humain, un lieu que vous connaissez bien. Et vu comme ça... accompagné dans des bonnes conditions, je trouve que ça évite le surtourisme et nous amener à nous montrer des belles choses avec respect. Et donc j'étais à la Casa Folgueras pendant une semaine. Super. Et j'aurais aimé échanger avec vous en aparté. Alors pour la petite anecdote sur les propriétaires. Oui, alors c'est un film qu'on avait fait qui s'appelait Ours simplement sauvage, pour la petite histoire. C'était pas un film cinéma, mais pour la télévision. Et c'était un ami naturaliste, je l'appelle un réfugié naturaliste. Il a quitté la France, il est allé habiter en Espagne avec sa famille, pour aller dans un endroit où il y a encore de l'ours, du loup, il y a tous les grands prédateurs. Et donc on a fait ce projet avec mon ami Laurent Geoffrion, qui a beaucoup œuvré aussi sur ce film-là. Un film sur eux, sur cette famille, sur comment, à quelques kilomètres de notre frontière française, là, côté espagnol, l'harmonie est quand même beaucoup plus belle entre les grands prédateurs et puis les habitants. Ours simplement sauvages. Et ils ont une petite maison où il y a l'ours qui est dans le jardin. Quand elle va fermer ses poules ou ses chèvres, Marie, elle peut croiser l'ours. Et il n'y a pas du tout cette même crainte qu'on peut avoir chez nous dans les Pyrénées, ces mêmes polémiques. Même si dans les Pyrénées, on peut se réjouir quand même, on est passé de quelques dizaines à presque une centaine d'ours, ça c'est plutôt chouette. Mais il y a quand même encore du travail avec cette cohabitation avec les grands prédateurs. Voilà. Mais, merci. C'est vrai, mais c'est un beau lieu. Merci, madame. Là. Bonjour, merci de lever la main, effectivement, comme ça on vous voit. Bonjour, merci beaucoup pour ce très beau film. J'ai trouvé très émouvant de par l'histoire elle-même, mais aussi de par les images absolument époustouflantes. Du coup, je voulais savoir peut-être un petit peu plus sur les coulisses du tournage. En comparant avec La Panthère des Neiges, on a l'impression que c'était presque facile. Je ne sais pas, c'est certainement pas le cas, ou naturel. Donc, je voulais savoir s'il y avait plus de détails sur les coulisses, même si c'était une petite équipe, enfin un petit peu plus. Et puis une deuxième question, très très courte. Si vous deviez partir en affût avec un seul téléobjectif, ce serait lequel? Merci. Alors, pour les coulisses, c'était assez proche. La Panthère, vous savez, c'était sur une dizaine d'années, assez étalé. J'avais aussi accumulé pas mal d'images d'animaux sauvages, de paysages qu'on a intégrés dans le film. Et puis l'idée m'est venue d'inviter Sylvain, parce que j'en avais un peu marre
J'avais déjà fait 2 films avec Bonne Pioche où on me suivait, je trouvais que je racontais un peu toujours les mêmes choses et que je voulais un peu élever le débat, quoi. Et puis surtout aller toucher des gens des gens qui ne sont pas dans mon petit cercle. Donc Sylvain était une belle idée parce que finalement ce film a bien fonctionné. Et tant mieux parce que les messages sont là, même si c'était exotique. Et c'est toujours les mêmes, hein, les messages. Et donc on était dans la 4 quand il y avait Sylvain. Il y avait Marie, Léopold, Sylvain et moi. Donc petite configuration. Également pour là. Souvent j'étais tout seul avec Simon et mon père. On avait Laurent Geoffrion, Antoine Lavorel. Antoine, c'est un jeune qui devient une vieille star sur les réseaux, là, qui a passé 2 ans chez moi en stagiaire au début. Et après, je l'ai embauché, qui m'a aidé en assistant réal, en assistant caméra. Et après, il y a une grosse équipe en post-production. Marc Namblard avec ses sons nature, puis les miens aussi. Il est audio-naturaliste. Mais on reste toujours... Comme je vous l'ai dit un peu au début, on n'était pas intrusif, quoi. Sinon ça marche pas. Ce film, certes, il n'y a peut-être pas des images exceptionnelles ou sensationnelles plutôt, mais elles sont sincères. C'est pas des animaux apprivoisés, imprégnés pour le cinéma comme on vous a fait manger beaucoup. Tout est vrai dans ce qu'on a vécu. Le Lynx, c'était incroyable ce qu'on a eu. À quelques minutes près, il arrivait sur sa proie la nuit. On a eu une chance phénoménale et c'était le premier lynx que mon père voyait, le premier lynx vosgien. Donc c'était énorme. Le Grand Tétra, quand on était tous ensemble, hein, avec Priscilla, qui est là, qui nous a beaucoup aidé. Priscilla tellement en logistique, donc vous voyez, une petite équipe. C'était un gros défi. C'est une espèce d'oiseau hyper farouche. C'est pour ça qu'on s'y glisse dans l'affût à 17h jusqu'à 11h pour pas le déranger. Et là, on a fait un affût à 5. Il y avait Simon, mon père et moi, et puis Antoine et Laurent qui nous filmaient. On était 4 mètres carrés, on était à 5 et on ne devait pas faire de bruit. Donc on a fait plusieurs nuits pour y arriver et Simon a vu son premier coq. Donc tout ça pour dire qu'on est loin des configurations de cinéma habituelles, même en documentaire animalier. C'est des équipes très très légères. Pas d'ingé son, parce que ça faisait une personne en plus. Donc là on a un peu galéré après en post-production, comme on dit. On a refait de la post-synchro, refait un peu des voix. Mais on est sur des films peu coûteux et assez sobres et simples, mais ce qui n'est pas si facile que ça, hein, finalement non plus. Et après la question sur une optique à amener, alors là, plus j'avance dans l'âge et plus j'ai envie de dézoomer. C'est bien ça, je trouve, d'ouvrir. Donc avant, j'étais féru de téléobjectifs et de moins en moins gros en fait. 600 en 400, et là, à votre question, je prendrais peut-être un 70-200, parce que ça permet toujours, vous avez vu quand même, les animaux, j'adore les mettre dans leur milieu, j'adore les montrer comme on les voit, c'est-à-dire jamais de manière très furtive, fugace, des ombres, des choses. Ça, c'était vraiment une volonté, de coller au plus réel de nos visions dans les affûts. Et avoir une caméra aussi un peu animale, avec des branches de vent, pas être toujours dans un détail, sinon c'est des photos prises, enfin des films prises soit dans des zoos ou avec des animaux captifs, comme je vous disais. On voit très peu ton propre visage. C'est un choix, j'imagine, que tu as fait. Je l'ai pas mal montré avant déjà, donc non, mais... Il y avait une envie, en tout cas, de moi, c'était moi derrière la caméra, je les filmais, hein, mais j'avais l'aide de Laurent, mais c'était l'idée première, bien sûr. Ouais. Quelqu'un d'autre ? Bonjour. Merci Vincent pour votre film qui fait Sable Combe sur les forêts, c'est chouette. Moi je me demandais comment vous avez vécu l'évolution depuis votre papa qui allait voir le Grand Tétra jusqu'à maintenant dans les prises de vue, parce que là on se retrouve nez à nez avec les bêtes, on a l'impression vraiment d'être à un moment à 1 centimètre, mais dans la réalité j'imagine que vous êtes plus loin. Et en fait on a l'impression qu'on voit mieux à travers le téléobjectif que ce que vous voyez de loin à travers votre petite fenêtre, ou ce que votre papa voyait à l'époque ou ne voyait pas justement. Et du coup, comment vous avez vécu cette évolution numérique c'est une bonne question, parce que c'est fou tout ce qu'on a pu voir et pas filmer, quoi. C'est incroyable. Toutes les images qu'on a en tête, qu'on n'a jamais pu figer, elles sont énormes au départ. Et c'est vrai que maintenant, on a des capteurs qui sont très sensibles, donc on peut filmer la nuit. Depuis peu, je ne sais pas si vous connaissez, on a quand même des jumelles thermiques qui nous aident énormément. Donc c'est vrai que le progrès du matériel fait qu'on arrive à des chouettes, à avoir plus de succès, c'est certain.
et avec du coup un peu moins de mérite. Hein. Moi, quand j'ai commencé, c'était évidemment la pellicule, c'était évidemment pas plus de 200 ISO, sinon c'était flou. Donc il y a plein de choses qu'on voyait qui étaient impossibles de photographier. Le lynx, la nuit, là, vous voyez le visage du lynx tout près. Ça, par contre, il était pas loin. Hein. J'étais au 300 mm, il était là. Et ce qui est fou, c'est que c'est le même lynx qu'on a vu, quoi. On l'a appelé Arcos. J'ai eu 5 rencontres avec lui, quoi, en 10 ans. Le cerf aussi, à un moment, on vous entend respirer très alors fort. Alors le cerf, ça, on a vraiment voulu vous faire vivre ce qui nous arrive des fois dans des moments exceptionnels, quand tout se passe autour de nous, et qui sont à 2 doigts de nous marcher dessus, tellement ils sont en furie, et là, il manque presque l'odeur, finalement. Et c'est terrible, parfois. Et c'est vraiment ça, de mélanger le souffle animal avec le nôtre, et des fois, ils sont là, tout près de nous. On avait encore vécu ça là, au Bram, cette année, c'est extraordinaire. Et alors, tel objectif, oui, ça aide évidemment, ça concentre sans déranger l'animal. L'affût, vous avez vu, c'est ma technique préférée plutôt que l'approche. L'affût, c'est quand il est bien préparé, quand tout est, on sait que c'est le bon moment, le vent est bon, la lumière est bonne, on connaît bien les mouvements des bêtes, et ben on s'y met, on ne dérange pas finalement. C'est eux qui viennent à nous, c'est eux qui décident de la rencontre. Ça, c'est quand même chouette. Une approche, tu peux déranger, tu peux faire partir la bête. Donc oui, mais donc l'évolution du matériel aide, c'est évident. C'est évident. Et puis moi, je suis passé à la vidéo quand tout ça s'est filmé, pour info, avec des boîtiers photo, quoi. Ça fait à peu près une dizaine d'années que les boîtiers photo ont intégré la vidéo. Il suffit de switcher d'un mode à l'autre. Là, on prépare un livre avec toutes des plans qu'on a vécus là, que vous allez retrouver. On filme, on fait les deux, quoi. Je filme et de temps en temps, hop, très vite, je passe en photo. Donc c'est vrai que la technique nous aide vraiment pour essayer d'aller chercher la meilleure image. Et un moment de cohabitation intense où on a l'écureuil qui rentre d'un côté, le pic qui sort de l'autre et les chouettes au-dessus. Ça, c'est par exemple combien de temps d'affût pour arriver à assister à un instant comme celui-ci? Vous avez vu, c'est un peu la crise du logement. Hein. Un oiseau et ça, c'était. J'espère que le message est fort aussi là. Vous avez vu, c'est sur qu'est-ce qu'une vraie forêt, quoi. Et là, dans nos mentalités, on a toujours du mal. Un arbre mort, ça peut être dangereux, c'est sale, au sol. On souffre de ça, nous, en campagne, vous ne pouvez pas savoir, où les gens, ils sont dans des forêts de production, il faut que ça soit nickel. Et en fait, c'est une catastrophe, c'est des forêts mortes. Et là, on essaie de vous montrer des forêts vivantes. Il n'y a pas plus vivant qu'un arbre mort, au niveau des insectes, au niveau de toutes ces espèces cavernicoles. Et là, c'était vraiment, c'est incroyable quand même. Le hulotte, et c'est vraiment ça, quoi. Je l'ai eu qu'une fois, donc ça, j'ai passé. Là, vous vous rendez pas compte, mais il y a 10 ans de travail, là, hein, c'est quand même pas rien. À chaque fois, c'est énormément d'affût pour rien. Hein, pas pour rien, mais on voit pas la bête. Et par exemple, un moment comme les murmurations, est-ce que c'était attendu? Est-ce que tu savais qu'il allait avoir ces murmurations? Oui. Ou est-ce que vous étiez vous-même surpris? Voilà, où est l'endroit aussi où se joue, même encore pour vous qui êtes en affût depuis des décennies, le moment de la surprise, le moment de l'inattendu? Mais c'est ça qui est génial dans cette activité, c'est que la surprise, elle est là tout le temps. Tu pars pour quelque chose, tu vas rencontrer autre chose. À chaque fois, c'est une page blanche et même avec soi-disant tes connaissances que tu as pu acquérir au fil des années, tu te fais avoir. La preuve, tu parlais de la panthère, tu as vu, je me suis fait vraiment bien avoir avec la... Et en fait, j'ai pas l'impression d'être plus performant, entre guillemets, j'aime pas ce mot, à force d'être sur le terrain, vraiment. La murmuration, par contre, je savais. Après, on a un réseau, on savait qu'il y avait vous savez ce que c'est, non? C'est des rassemblements, là, c'était des pinsons du Nord qui vivent en Norvège en période estivale et qui viennent se rassembler en fonction de l'alimentation vers le sud. Et parfois, il y a des dortoirs de 1 ou 2 millions d'oiseaux dans les forêts. Ils viennent là où il y a des faînes, beaucoup. Ils aiment beaucoup les faînes de hêtres. Et c'est pas tous les ans. Moi, depuis une vingtaine d'années, j'ai eu deux dortoirs comme ça. Il y en avait un en Suisse. Et là, c'était à 10 km de chez moi, à peine, même pas, derrière Remiremont. Il est resté un mois. C'est-à-dire qu'ils partent la journée, les oiseaux, et quand la nuit arrive, ils reviennent tous ensemble. Un peu comme les étourneaux, hein, ces mouvements magnifiques. Sauf que là, c'était les pinsons du Nord. Quand vous les verrez hiverner, parfois on en aperçoit dans nos jardins ici. Vous imaginez qu'ils arrivent de là et de ces moments de regroupement. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Là. Bonjour, merci pour le film. Moi, je suis allée en Espagne aussi. J'ai été frappée par la difficulté qu'on a, enfin, c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave, je crois, à cohabiter
on n'arrive pas à vivre ensemble en France. En Espagne, on y arrive pas mal. Donc, comment vous l'expliquez? C'est ma première question. Et la deuxième, vous passez des messages d'espoir, évidemment. Si on veut protéger, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on se met tous ensemble ici dans la salle? On achète chacun 3, 4, 5 hectares? C'est quoi votre idée pour protéger le vivant et le sauvage avant que ça soit trop tard? Merci. Ouais, la cohabitation, oui, ça nous fait mal. J'ai l'impression que ça change un peu, mais pas assez vite, c'est évident. C'est ce qu'on essaye de montrer. Là, vous avez vu, j'aime bien le petit clin d'œil à la fin. On mélange en même temps les hommes que les animaux. C'est quand même fou qu'on ait hiérarchisé ça et qu'on s'est mis en haut de la pyramide. Il faut revenir à quelque chose de plus horizontal et arrêter le côté un peu vertical, c'est clair. Mais on en parle de plus en plus. Moi, je suis assez content qu'il y ait une nouvelle mouvance, même de philosophes. Ils en parlent beaucoup maintenant, avec les Morisot, des Scola ou d'autres, sur notre place et comment on est tous, comment habiter ce monde tous ensemble, différemment en tout cas. Et peut-être, moi, c'est pas à court terme, l'achat, comme vous dites, l'achat de terrain, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a surtout habiter le monde poétiquement. Il faut qu'on revienne à plus de sensibilité. Moi, je crois beaucoup aux enfants. Là, on va travailler beaucoup là-dessus. Ce film, c'est ça, quoi. Comment se fait-il que quand qu'on n'entretienne pas cette capacité à s'émerveiller, même quand on est grand, quoi. On n'a plus le temps parce qu'on est complètement pris dans la spirale. On prend plus le temps de s'arrêter, d'observer. Il y a eu ce Covid qui a fait un peu de bien. Moi, ça m'a fait rire parce que j'entendais des amis qui me disaient, il y a au printemps, c'est beau, il y a les oiseaux qui chantent. Je les avais jamais remarqués. Il y a les feuilles qui poussent. Et c'est quand même triste qu'il faille un Covid pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a énormément de choses tellement belles autour de nous. Donc c'est franchement ça, il y a une grande crise de la sensibilité. Je crois qu'il faut revenir à plus de poésie et puis emmener les gens dehors. Hein. Franchement, c'est ça. Hein. Parce que si c'est vivre par procuration, ça ne marchera pas. Mais vous avez raison, moi, d'acheter des terrains, ça se fait. Il y a des associations qui le font. Pourquoi pas à court terme un petit peu, ça marche. Le Conservatoire d'espaces naturels, c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Et tant mieux, ils font un travail incroyable. Mais je crois que au plus profond, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille sur nous, notre mentalité, les consciences. Parce que sinon, c'est pas génial de se dire voilà, là on achète ça c'est une réserve. Et à côté, on continue à avoir le même impact et on bouffe tout et on détruit le vivant. Je pense que c'est pas très bon. À mon avis, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de révolution des consciences pour cohabiter, quoi. Il y a moyen de... moi, je le vois autour de ma ferme. J'ai acheté une ferme qui était sacrément polluée, en ruine. Et on a tout bien nettoyé, on a refait des murets, on a refait des mares, on a replanté plein de vergers, des haies. Mais c'est hallucinant, comme on a vu revivre la vie, quoi. La vie est réapparue autour de ma ferme, c'est dingue. Au niveau insectes, au niveau oiseaux. Et ça, on peut le faire, même en ville, quoi. Même, ou alors en périphérie de la ville, si on refait sur des potagers. Et donc ça, moi, j'y crois, quoi. Comment est-ce qu'on... c'est des petites choses, mais qui, à mon avis, peuvent déjà nous faire du bien. Parce que je trouve que tout cet émerveillement-là et cette beauté, alors, ça ne suffit pas. Mais c'est quand même une porte pour être dans l'action après, quand même. Hein. Et même, parce qu'il y a de quoi être démoralisé par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. Mais n'empêche que ça, c'est moteur. Franchement, moi, c'est un baume. Je suis plein de blessures par rapport au mal qu'on fait à la nature, parce que je suis en première ligne, je vois tout ça. Cette beauté, c'est un baume, c'est un cicatriser un peu tout ça, et puis être dans l'action, quoi. C'est à notre échelle, parce qu'évidemment que c'est monumental. On parlait de l'avion et tout ça, réchauffement climatique, c'est démentiel, on ne sait pas comment faire. Mais la biodiversité, j'aime pas trop ce mot, mais la vie autour de nous, franchement, on peut la faire revenir assez vite, et c'est encourageant. En quelques années, j'ai pu voir, et on a bousillé nos campagnes. Moi aussi, je suis un réfugié naturaliste. J'ai quitté la plaine des Vosges qu'on avait dévastée. J'ai perdu mes alouettes, mes grièches, tous ces oiseaux, et je suis allé en montagne où le relief empêchait les paysans de tout bousiller. Donc j'ai un peu respiré. Mais là, dans la plaine, il y a quand même quelques initiatives qui sont positives.
pas tous, hein, mais il y a quelques paysans, paysans au sens noble, pas des exploitants agricoles, des vrais paysans qui continuent à cultiver en prenant conscience de ça, en replantant des haies, des arbres, en évitant de retourner les prairies pour du maïs. Donc il y a quand même quelques initiatives et c'est ça qui... Moi j'y crois fort, hein, à l'émerveillement. Vous voyez, un exemple. Je parle beaucoup. Hein. Mais les forestiers, par exemple, les arbres morts. Moi, dès que je vois un arbre mort qui est marqué, parce qu'ils appellent ça des secs, il faut les couper, moi, ça me fait mal au ventre. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on emmène les forestiers avec une longue vue, on leur monte une petite chouette chevêchette ou une tegmalm. Donc, hop, ils sont touchés au cœur, un côté par l'émotion. Et après, ils vont être engagés et ils vont les marquer en arbres bio. Et ils vont les laisser, quoi. Rien que ça, c'est du concret. C'est du concret. Et là, après, les chouettes, et pas que les chouettes, les chauves-souris, les martres, tout, viennent vivre. Mais donc, il faut, c'est des petites choses qui sont positives. Merci. Il y a un monsieur qui lève la main, mais j'imagine que le micro est déjà quelque part. Ah ben c'est vous qui l'avez. Vincent, est-ce que tu pourrais nous parler du lien entre ton travail et la communauté locale? Est-ce que parfois tu t'aides de ce que les gens voient autour de chez eux? Est-ce que vous avez comme ça, est-ce que tu reçois parfois, je sais pas, des coups de fil de quelqu'un qui te dit mais est-ce que tu as vu à cet endroit-là, il y a tel animal qui passe régulièrement? Et dans l'autre sens, j'allais dire, comment est-ce que les gens qui habitent autour de chez toi, comment est-ce que ça les inspire en fait ce travail et quelles interactions vous avez autour de ça? Ouais, bonne question. En tout cas, c'est un travail qui est tellement important, qui porte ses fruits. Alors, qui est pas simple, hein, qui est pas simple parce qu'il y a tout ça divise, mais avec l'âge, je me dis qu'il faut quand même être toujours dans l'écoute. Parce que c'est compliqué, hein. Je suis quand même dans un massif qui est très fréquenté, très accessible, les Vosges, hein. C'est pas la panacée, hein. Il y a énormément de tourisme, et puis un tourisme parfois il y en a certains qui est plus nuisible, on va dire, que d'autres, les motos ou d'autres. Il y a toujours des projets complètement démentiels. On prend notre massif des Vosges comme un terrain de jeu, quoi. Donc il faut que les gens consomment et qu'il leur faut des activités. Donc ça, c'est compliqué. Alors moi, j'amène des choses un peu différentes. On crée des associations, des collectifs. On a fait un collectif Vosges Vivantes. On se rassemble un peu et on essaye maintenant, en tout cas, il y a plein de petits marchés, filières courtes bio qui se créent. Donc ça, on favorise ça. Il y a tout un petit réseau. C'est pas comme dans la Drôme, mais on y essaye, en tout cas, d'amener la culture, des événements, de ne pas être toujours dans l'interdiction. Là, il y a encore un mec qui est venu me voir. Là, il veut faire une course d'enduro juste au-dessus de chez moi, dans une zone incroyable. C'est des grosses motos et il veut faire une spéciale. Je pourrais être révolté. Donc là, il est venu il y a 2 jours et là, ça m'empêche de dormir. Comment je vais diplomatiquement essayer de discuter avec lui et lui faire comprendre qu'il faut le faire ailleurs? C'est pas parce que c'est au-dessus de chez moi, mais c'est parce que c'est une zone qui est hyper riche, avec des espèces sensibles, et qu'il y en a très peu des zones de quiétude comme ça. Donc c'est que beaucoup de diplomatie et il faut pas le faire tout seul, en tout cas. Donc il faut créer des collectifs, des associations, être à l'écoute aussi, de ne pas être frontal. Parfois, c'est difficile de ne pas l'être, hein, parce qu'on est face à des grosses absurdités. Mais mais c'est compliqué. Hein. Mais c'est beaucoup de diplomatie, je crois. C'est ce qu'il faut. Et un peu de nuance. Donc là, comment je vais gérer l'affaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà chouette qu'ils soient venus me voir. Mais parce que... Je crois que tu reconnais aussi le Mountain Wilderness. Oui, mais je ne l'ai pas reconnu non plus, Mountain Lionel. Wilderness qui font un bon boulot. Puis on avait déjà combattu ensemble avec d'autres assos pour des grosses courses de trial sur plusieurs jours. Et au mois de mai, enfin bref, il y a plein de choses. Mais c'est dur, hein, parce que moi, j'aurais pu grandir dans une famille de motards. Hein. Je pourrais être fou de moto aussi. Et avoir un père chasseur. Et un père chasseur. Ça, c'est un autre débat, mais je ne suis vraiment pas contre la chasse. Mais je suis bien sûr... Et donc il faut être à l'écoute, hein. C'est compliqué, mais il y a quand même des activités qui nuisent plus que d'autres. Hein. Où est la liberté, hein, qu'à quel moment est-ce qu'on dépasse la liberté sur les autres, quoi. Notre pote, c'est vraiment des questionnements à habiter ensemble, quoi. Surtout dans nos montagnes comme ça, c'est pas simple. Mais il y a des solutions.
On a l'espace d'une dernière question. Je me suis engagée à rendre la salle à l'heure. Qui a le micro? Là. C'est moi et ça tombe bien. Bonsoir. Nous sommes en multiplex aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez pour cette séance. Donc je me permets de faire vivre Quiberon dans cette salle. Beaucoup de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Alors je vais vous lire une question qui n'en est pas une, mais que je trouve très belle. Apparemment, au générique, il y a une phrase qui nous a tous marqués. La nature n'est pas un spectacle, mais un moment partagé. C'est cela? Alors. Et donc le commentaire, c'est pourtant à travers ce spectacle et ce film que vous nous faites vivre cette expérience. Mille merci. Ouais, c'est gentil. Mais souvent, des fois, ça fait quand même 30 ans que je fais de la photo et tout ça, tout le monde dit c'est beau ce que tu fais, c'est beau, c'est beau. J'ai toujours la sensation que c'est pas assez, quoi. C'est pas suffisant de dire juste c'est beau, quoi. Non, mais c'est utile, c'est important. On est entouré de médiocrité et de laideur, donc c'est beau, ça nous fait du bien. Mais la vie n'est pas qu'un spectacle parce qu'on en fait partie de ce tout, quoi. C'est vraiment ça. Non, c'est vraiment cette phrase, je la trouve vraiment importante, quoi. La vie n'est pas uniquement un spectacle, mais une vie partagée. C'est clair et net. Et il faut revenir à une diplomatie avec tout le monde, même avec les bêtes. Voilà. Merci Vincent. Merci à vous, à tous. Simplement vous dire qu'il va être tout de suite dans le hall à la librairie pour dédicacer ses livres. Donc on peut continuer les échanges de manière plus informelle. Merci beaucoup d'être venu. Je sais qu'il y avait plein d'autres films super. Vous avez choisi. Et donc le film sort le 17. Ah bah oui, on l'a même pas dit, le 17 pardon. décembre au cinéma. Donc vous êtes vraiment les premiers. Voilà. Merci. Et il va y avoir des avant-premières probablement près de chez vous. Donc n'hésitez pas aussi à en parler. Heureusement que tu es là. Merci Nelly. Non, mais...